Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager le fil de leurs idées. Bonjour et bienvenue à tous pour notre séance de lecture sur les fils du mois de décembre. Nous sommes le 16, c'est donc la dernière séance de l'année 2022. Et aujourd'hui, nous accueillons Claire Stoltz qui va donc nous présenter une double lecture, celle qu'elle a consacrée à l'instant précis où Monet entre dans l'atelier de Jean-Philippe Toussaint et celle qui est consacrée au jeune homme d'Annie Ernaux. Alors, Claire Stoltz est maîtresse de conférences à la faculté des lettres de Sorbonne Université, à l'UFR de langue française. Elle appartient à l'équipe STIH. C'est une spécialiste de stylistique, de rhétorique, d'analyse du discours. Elle travaille particulièrement sur la langue du roman du XXe et du XXIe siècle. Elle a publié de très nombreux articles à ce sujet et a codirigé plusieurs ouvrages collectifs sur l'hyperbate, la citation, la simplicité, les discours rapportés et sur la fiction narrative au XXIe siècle. Donc Claire, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci beaucoup Cécile. J'ai donné un titre à ma communication qui va s'appeler « Annie Ernaux et Jean-Philippe Toussaint, dire sa poétique par la fiction » sur le jeune homme et sur l'instant précis où Monet entre dans l'atelier. Ces deux opuscules de 35 pages ont été publiés quasiment simultanément et ils ont attiré mon attention car ils ont tous deux en commun, outre leur extrême brièveté, le fait de parler de façon fictionnelle et poétique de la création littéraire des deux auteurs. Toussaint retrace et imagine les affres de la création des nymphéas par Monet à la fin de sa vie, dans le contexte de la guerre de 14, à travers le moment jugé ou présenté comme magique et répété presque chaque jour, où il entre dans son atelier, quittant le bruit du monde pour l'abstraction imposée par la création artistique. Le texte se compose de 9 paragraphes, commençant par « Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier », avec 2 seules variations, une pour le premier paragraphe, « Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier », et pour le dernier, je veux saisir Monet là, à cet instant précis où, encore convalescent, les jambes faibles, la poitrine fragile, il pousse prudemment la porte de l'atelier. Le livre de Toussaint a été publié à l'occasion de l'exposition au musée de l'Orangerie du travail d'Ange Leccia, intitulé « D'après Monet », avec un D' entre parenthèses. C'est un arrangement vidéo qui, je cite, c'est le terme qui est utilisé, arrangement vidéo, qui, d'après le musée, propose de sentir et de lire la polysémie des nymphéas de Monet à partir de l'histoire de la jeunesse de cette œuvre magistrale. À la fois hommage au maître et regard sur son chef-d'œuvre, d'après Monet, invite à une expérience sensible et spirituelle. Le travail de Leccia apparaît comme une lecture en miroir du chef-d'œuvre, sa transposition cinématographique, voire kinésique. Le travail de Toussaint répond à cette lecture par une méditation imaginative et transsémiotique sur le, ou plutôt les gestes créateurs de l'œuvre picturale. Le livre de Toussaint est publié 2 mois après un essai qu'il a écrit et qui est très intéressant et qui s'intitule « C'est vous l'écrivain », publié aux éditions Le Robert en mars 2022. Ce livre, je ne sais pas si vous avez pu le regarder, c'est un véritable art poétique de l'auteur. C'est vraiment très intéressant. Or, une fois qu'on a lu « C'est vous l'écrivain »,
il saute aux yeux que l'instant précis entre en écho constant avec cet ouvrage et que finalement Toussaint projette beaucoup de lui-même dans la figure de Monet en tant que créateur et artiste. Alors le livre d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, quant à elle, raconte en 2022 la liaison qu'elle a eue dans les dernières années du millénaire avec un jeune homme de 30 ans de moins qu'elle, au moment où elle écrivait L'événement, qui a été publié en 2000. La 4e de couverture nous dit que ce texte est une clé pour lire l'œuvre d'Annie Ernaux, son rapport au temps et à l'écriture. Cette liaison avec le jeune homme, qui suscite, au motif de la différence d'âge, la réprobation de certains de ses témoins, devient pour Ernaux un miroir de la situation de fille scandaleuse, c'est l'expression qu'elle utilise, où l'avait plongé son avortement clandestin des décennies plus tôt et apparaît comme la condition sine qua non de l'écriture de l'événement, au point de devoir faire partie de l'œuvre, de devenir une œuvre, car, écrit-elle en épigraphe au jeune homme, « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. » On sait qu'Annie Ernaux revient très souvent sur ces processus de création, comme dans L'écriture comme un couteau, en 2003, puis avec un ajout en 2011, ou bien dans L'Atelier noir en 2011. Mais dans Le jeune homme, l'anecdote autobiographique est présentée dès le début comme la clé de l'écriture d'une de ses œuvres les plus connues. C'est peut-être ce désir de déclencher l'écriture du livre que j'hésitais à entreprendre à cause de son ampleur qui m'avait poussé à emmener A chez moi boire un verre, écrit-elle. Annie Ernaux redit dans son discours de réception du prix Nobel, donc la semaine dernière, ce qu'avait de fondateur pour son œuvre le récit des armoires vides, 1974, repris dans l'événement. Très vite, il m'a paru évident, au point de ne pouvoir envisager d'autres points de départ, d'ancrer le récit de ma déchirure sociale dans la situation qui avait été la mienne lorsque j'étais étudiante, celle révoltante à laquelle l'État français condamnait toujours les femmes, le recours à l'avortement clandestin entre les mains d'une faiseuse d'ange. Elle dit aussi le sens de son écriture et du choix de la première personne, du jeu. Il ne s'agit pas pour moi de raconter l'histoire de ma vie, ni de me délivrer de ses secrets, mais de déchiffrer une situation vécue, un événement, une relation amoureuse, et dévoiler ainsi quelque chose que seule l'écriture peut faire exister et passer, peut-être dans d'autres consciences, d'autres mémoires. Et donc, ces deux très brefs textes de Jean-Philippe Toussaint et d'Annie Ernaux ont donc en commun de proposer un regard réflexif sur leur propre création à travers une biographie finalement assez fictionnelle d'un autre artiste pour Toussaint, d'une anecdote autobiographique immédiatement présentée comme liée au désir d'écriture pour l'autre, le livre d'Annie Ernaux étant écrit 20 ans après la publication de l'événement et donc une vingtaine d'années après les faits rapportés dans un regard rétrospectif non seulement sur l'anecdote, mais aussi sur l'œuvre. Pour moi, l'un et l'autre sont en fait des sortes d'ekphraseis. Ekphrasis en abîme chez Toussaint, ekphrasis rétrospective chez Ernaux. L'un et l'autre se montrent finalement aussi intéressés par l'écrire que par l'écrit, par la création artistique work in progress que par l'œuvre achevée. Toussaint l'écrit dans C'est vous l'écrivain. Je me demande d'ailleurs, dit-il, si je n'ai pas toujours été davantage fasciné par le processus de création
que par l'œuvre produite. Quand j'écris, il y a une réflexion qui me trotte souvent dans la tête. Un livre, je préfère l'écrire plutôt qu'il soit écrit. Ce qui me plaît le plus, en somme, c'est d'être en train de l'écrire. Il écrit cependant dans la phrase suivante, le résultat final, le livre achevé, évidemment, est nécessaire. C'est pourquoi je voudrais montrer ici en quoi ces deux œuvres sont des miroirs pour nos deux écrivains, des miroirs de leur activité créatrice. Mais au-delà de cela, le terme même d'ekphrasis suggère depuis la plus lointaine tradition hellénique l'accomplissement le plus sophistiqué et le plus achevé de l'art verbal. C'est peut-être une espèce de quintessence de littérarité qui est ainsi manifestée par ces deux opuscules. Donc, je vais d'abord montrer que c'est l'œuvre au miroir. Dans « C'est vous l'écrivain », Toussaint écrit « Je l'ai déjà dit », donc c'est un autre passage que celui que je vous ai lu il y a 2 minutes. « Je l'ai déjà dit, je me demande si je ne préfère pas le processus de l'écriture au livre terminé. Un des piliers du plaisir de l'écriture est pour moi de pouvoir m'isoler dans un lieu clos. J'aime me retirer dans un endroit calme pour me réfugier dans mes pensées. » Évidemment, à la lecture de ce passage, on reconnaît la scénographie de l'instant précis où Monet entre dans l'atelier. L'atelier est présenté, je cite, comme une frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et l'art qu'il va rejoindre. C'est la vie qu'il laisse dans son sillage, la vie et ses misères du corps, de l'âme, la vie qui depuis quelques mois a pris le visage terrible de la guerre. Cet atelier décrit à l'écart du boucan du monde est l'équivalent du bureau dans la vie de Toussaint. Et dans « C'est vous l'écrivain », on a 2 passages au moins sur ce fameux bureau. Il dit « Le fait que le bureau soit un lieu clos avec une porte, voilà l'essentiel. Le bureau est un espace protégé où la vie spirituelle peut s'épanouir. C'est un endroit clos où la pensée peut circuler et se déployer librement. Le simple fait de pouvoir fermer la porte du bureau est déjà le commencement du plaisir de l'écriture. » Et dans un autre passage, « Le bureau dans lequel j'écris excède largement sa simple dimension physique. Il a également une dimension symbolique. Le bureau, pour moi, c'est un lieu réel qui est fermé, protégé du monde extérieur, dans lequel l'esprit peut s'étendre et s'élargir, l'imaginaire se développer. Ce n'est pas un lieu symbolique en soi, c'est un lieu réel qui a une dimension symbolique. » Dans l'instant précis, il arrive à plusieurs reprises à l'écrivain de briser le miroir et de le traverser pour pénétrer dans l'atelier de Monet, et ce dès l'incipit, par l'installation du jeu donc de Toussaint, qui impose la présence subjective et qui est même amplifié par un « nous », puis par un « on », qui rassemble au moins Toussaint et Monet, et peut-être bien tous les artistes. Je cite. « Je veux, donc c'est page 9, je veux saisir Monet là. C'est le moment du jour que je préfère. C'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend. Il est un peu plus de 6h30 du matin, pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter. » Donc vous voyez cette fusion qu'il y a entre Monet et Toussaint et plus largement tous les artistes en fait. À travers Monet, c'est le rapport au monde de l'artiste, le rapport au monde de Jean-Philippe Toussaint qui est décrit. Et le contexte historique qui est particulièrement sombre de la création des nymphéas en pleine Première Guerre mondiale n'est qu'un exemple de la nécessité pour l'artiste de s'isoler du monde, quelle que soit l'époque et les événements. Toussaint, sortant du cadre temporel de la vie de Monet, cite les guerres du XXe siècle. Page 11. Qu'importe le conflit, cela aurait pu être la Seconde Guerre mondiale, cela aurait pu être la guerre d'Algérie
ou la guerre du Golfe. Que sont les événements du monde pour l'artiste quand il crée? Le retrait du peintre dans son atelier est à l'image du retrait de l'écrivain dans son bureau. Car, selon Toussaint, pour atteindre le monde, il faut s'en éloigner et le chercher en soi-même. C'est en ce sens que la création artistique, quel que soit l'art, est essentielle au sens philosophique du terme pour l'artiste. Et on ne peut que mettre en regard cette évocation du Monet des derniers jours avec la conception de la création pour Toussaint. Donc, dans l'instant précis, il écrit « Il pénètre toujours plus avant dans la peinture. Il s'y fond, il s'y dilue. Il n'y a plus trace de son corps terrestre dans l'atelier. Son esprit s'est dissous dans la peinture. Monet est devenu peinture. Il est devenu paysage d'eau, fluidité, onde, souffle. » Et dans C'est vous l'écrivain, pour atteindre le monde, il faut s'éloigner de la surface visible du monde et plonger en soi-même. Donc c'est un peu la même image. Plonger très profond au plus insondable de soi, jusqu'à atteindre des profondeurs abyssales où il sera possible de recréer le monde, de le refaire surgir. Écrire, c'est se retirer du monde pour restituer le monde. C'est dans C'est vous l'écrivain, page 40. Cette retraite a quelque chose de sacré. La porte de l'atelier, la porte du bureau sépare le monde profane du monde de l'art qui a ses rituels immuables malgré le temps qui passe, que ce soit celui de Monet ou celui de Toussaint, dont le jeu réapparaît à ce propos, page 24-25. Donc, dans l'instant précis, d'année en année, le pas est plus lourd. Mais les rituels ne changent pas. Je connais ces rituels. Ce sont les petits rituels qui précèdent le moment de se mettre à l'œuvre. Si donc, dans le livre de Toussaint, les œuvres du peintre et de l'écrivain sont pour ainsi dire en regard l'une de l'autre, dans le livre d'Annie Ernaux, c'est la diégèse même, dans sa temporalité, qui se veut spéculaire, miroir du moment créateur de l'écriture de l'événement. J'ai entrepris, écrit-elle dans Le jeune homme, page 39, j'ai entrepris le récit de cet avortement clandestin autour duquel je tournais depuis longtemps. Plus j'avançais dans l'écriture de cet événement qui avait eu lieu avant même qu'il ne soit né, plus je me sentais irrésistiblement poussée à quitter A, comme si je voulais le décrocher et l'expulser, comme je l'avais fait de l'embryon plus de 30 ans auparavant. Je travaillais continuellement à mon récit et par une stratégie résolue de distanciation à la rupture. À quelques semaines près, celle-ci a coïncidé avec la fin du livre. Cet effet miroir est dû à ce qu'Ernaux appelle un ressenti, avec un trait d'union entre re et senti, au sens d'éprouver à nouveau. Elle écrit, page 15, « Je me ressentais alors à Y, enfant ». En effet, l'amant est l'incarnation de tout ce que fut l'autrice dans sa première vie de jeune transfuge de classe. Elle écrit « Il était le porteur de la mémoire de mon premier monde. Il était le passé incorporé. Avec lui, je parcourais tous les âges de la vie, de ma vie. » Le jeune étudiant normand, par ses origines sociales et géographiques, tend à l'autrice un miroir de son passé, mais aussi un mirage de ce passé qui le rend fictionnel, c'est-à-dire qui le met à distance, en est une représentation, tout en le lui mettant sous les yeux, ce qui lui permet de l'écrire. Et Ernaux a cette phrase révélatrice:
la principale raison que j'avais de vouloir continuer cette histoire d'amour, c'est que celle-ci, d'une certaine manière, avait déjà eu lieu, que j'en étais le personnage de fiction. Le présent n'était pour moi qu'un passé dupliqué. Donc, évidemment, les deux expressions qui me paraissent très importantes dans cette citation, c'est personnage de fiction, donc la fictionnalisation, et le passé dupliqué. Alors, vous allez voir pourquoi. Parce que sur le verbe dupliquer, on peut faire deux substantifs, duplication ou duplicité. Et Ernaud, paradoxalement, préfère duplicité. Duplicité, donc, à connotation morale, et elle ajoute palimpseste, mot à connotation savante, bien sûr, et à référence littéraire. Et elle écrit, donc à la page suivante, « La duplicité était inhérente à sa présence à lui dans ma vie, qu'il avait transformée en un étrange et continuel palimpseste. » Donc, vous voyez, cette duplicité est liée, bien sûr, intrinsèquement à cette notion de palimpseste. Et donc, c'est vraiment une phrase très, très intéressante. C'est dire que ce qu'elle vit avec ce jeune homme n'est pas une simple répétition. Et ailleurs, je ne sais plus où exactement, mais elle parle de ça, du fait que le passé répète des choses, que le présent répète des choses du passé, mais que en fait, comme dans Borges, c'est pas la répétition. La répétition n'est pas quelque chose qui est vraiment l'identique. Il y a toujours des modifications entre le présent comme répétition du passé et l'événement original du passé. Donc, ce qu'elle vit avec ce jeune homme n'est pas une simple répétition, une simple réduplication de son passé, mais plutôt finalement une sorte de ruse, d'hypocrisie, si on cherche des synonymes au mot duplicité. Hypocrisie finalement au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une représentation théâtrale, quelque chose avec le dessus et le dessous du masque, d'où le personnage de fiction qu'elle se sent être. Ce qu'elle vit avec le jeune homme, c'est aussi le dessus et le dessous d'un manuscrit, et donc de l'écriture palimpseste. Ainsi donc, le miroir devient un voile translucide jeté sur le passé. Le lieu même de leurs ébats amoureux, un appartement qui donne sur l'Hôtel-Dieu à Rouen, la ramène à l'IVG de 1963, puisque c'est là qu'elle fut hospitalisée suite à cet avortement clandestin. Le Resto U, dont le hall, dit-elle, est inchangé, est l'occasion, je cite, de se mouvoir dans le temps sans nom du rêve, sans nom, c'est-à-dire non pas innommable, mais ni totalement passé, ni totalement présent. Rêve, c'est-à-dire fiction. Mais cette duplication est toujours un faux semblant, car tous ces éléments dupliqués, apparemment intacts, sont en fait différents des originaux. Ainsi, le jeune étudiant fréquente comme Annie Ernaux l'université de Rouen, mais celle-ci a déménagé à Mont-Saint-Aignan. Et symboliquement, l'horloge de l'ancien campus est arrêtée. L'Hôtel-Dieu est lui aussi désaffecté, et de lieu de soins pour la jeune fille ayant transgressé la loi, il est voué à devenir préfecture, c'est-à-dire un symbole au contraire de l'État et de la légalité. Donc je cite, « La faculté des lettres, rue Beauvoisine, désaffectée depuis son transfert sur le campus de Mont-Saint-Aignan, restée à l'extérieur dans l'état qui était le sien dans les années 60, avec son tableau d'affichage protégé par une grille, seule l'horloge sur la façade était arrêtée. Et pour l'appartement, son appartement donné sur l'Hôtel-Dieu, désaffecté depuis 1 an et en travaux, destiné à en faire le siège de la préfecture. Le jeune homme lui-même
malgré sa communauté d'origine sociale avec l'autrice, elle dit « Il avait spontanément les gestes et les réflexes dictés par un manque d'argent continuel et hérité, en diffère cependant profondément, marqué par son temps, comme le montre cette description dont la Syndette souligne l'antithèse. C'était un jeune d'aujourd'hui, convaincu de « chacun sa merde ». Le travail n'avait pour lui pas d'autre signification que celle d'une contrainte à laquelle il ne voulait pas se soumettre si d'autres façons de vivre étaient possibles. Avoir un métier avait été la condition de ma liberté, le demeurait par rapport à l'incertitude du succès de mes livres. Cette aventure permet aussi à l'écrivaine de retrouver une illusion, une fiction de jeunesse. Si j'étais avec ce jeune homme de 25 ans, dit-elle, c'était pour ne pas avoir devant moi, continuellement, le visage marqué d'un homme de mon âge, celui de mon propre vieillissement. Devant celui d'A, le mien était également jeune. Les hommes savaient cela depuis toujours. Je ne voyais pas au nom de quoi je me le serais interdit. Plus encore, la différence d'âge la soumet à des regards réprobateurs de la société et la replonge dans l'état psychologique où elle était au moment d'avorter. Il me semblait être à nouveau la même fille scandaleuse. Ce ressenti n'instaure pas pour autant un temps immobile ou cyclique. Il participe à l'élaboration de l'écriture du glissement du temps. Les lieux, les choses et les êtres suscitent des réminiscences et en même temps soulignent les différences d'époque. Le miroir n'est pas déformant, il donne plutôt une vision en abîme. Dans l'Atelier noir, l'écrivaine note à la date du 24 octobre 1994. Alors, en fait, j'ai essayé de trouver dans l'Atelier noir les pages correspondant à l'époque où elle avait cette liaison avec le jeune homme. Et donc, ça se passait, cette liaison, elle était entre 94 et 99. Donc, voilà. Et je lis à la date du 24 octobre 94, je ne sais pas si je pourrais écrire sur PH. Peut-être, mais pas sous forme d'histoire, ni remake de Passion simple. Rapport au projet global, au roman total, entrée en matière, plutôt la vie palimpseste. Donc déjà, il y avait cette expression palimpseste. Tout ce dont il est porteur. Donc là, le il, c'est le jeune homme, bien sûr. Distance culturelle. Ma jeunesse double. Double écrit entre guillemets. La Normandie. Pas d'explication cependant. Ce qui change extrêmement, c'est d'écrire pendant l'histoire sans savoir la suite. Rapport au temps très différent de Passion simple. Et donc, cette citation fait allusion sans aucun doute au jeune homme et pose la question du temps de l'écriture simultanée. Et évidemment, on vous remarque bien que malgré donc le caractère double du jeune homme, ou deux doubles du jeune homme, c'est-à-dire le jeune homme est aussi le double d'Annie Ernaux, eh bien, celle-ci choisira finalement de n'écrire cette histoire que 2 décennies plus tard, temps nécessaire à la mise à distance et à la fictionnalisation, sans doute à la lumière d'autres expériences. Ce déjà vu, déjà senti, déjà vécu, superpose présent et passé, mais imparfaitement. D'où ce sentiment de duplicité. Côté pile, une éternelle jeunesse, une rémanence, une permanence. Côté face, la dégradation, l'usure, la mort. Et fictionnellement, ces 2 faces coexistent. Elle écrit dans le jeune homme, de plus en plus, il me semblait que je pourrais entasser des images, des expériences, sans plus rien ressentir que la répétition elle-même. J'avais l'impression, alors écoutez bien, j'avais l'impression d'être éternelle et morte à la fois. Comme l'est ma mère dans ce rêve que je fais souvent
et au réveil, je suis sûre pendant quelques instants qu'elle vit réellement sous cette double forme. Alors maintenant, je voudrais passer à la partie, je dirais, audacieuse de mon exposé, donc la question de l'ekphrasis. Donc, j'ai parlé dans mon introduction d'ekphrasis, terme qui, évidemment, peut paraître impropre et exagéré pour caractériser l'instant précis et plus encore le jeune homme, qui semble relever plutôt finalement de l'hypotypose, avec l'utilisation du présent de narration dans l'instant précis, et même d'un imparfait de répétition, d'arrière-plan, de tableau dans le jeune homme, juste coupé par quelques passés composés, qui marquent les étapes de cette histoire, la rencontre, le passage à la vie à deux, la rupture. Mais justement, la question devient un peu théorique. Est-ce qu'on peut se limiter à dire que l'ekphrasis serait une variété d'hypotypose? Ou bien peut-on dire que l'une, l'ekphrasis, serait un lieu et l'autre, l'hypotypose, une figure macrostructurale, comme l'expose le dictionnaire de rhétorique de Georges Molinier. Alors, dans son dictionnaire de rhétorique, Georges Molinier voit dans l'ekphrasis un objet du monde et un traitement artistique déjà opéré. Et donc, dit-il, on a comme une indexation de la valeur de culture, ce qui est typiquement rhétorique. Et l'hypotypose, quant à elle, pour lui, est une figure essentielle de type macrostructural. Elle constitue la détermination fondamentale du lieu de la description. Et surtout, il insiste sur le caractère parcellaire, voire faux, de la représentation qu'elle donne. Représentation qui est faite de notations, dit-il, toujours attachées à l'enregistrement comme cinématographique du déroulement ou de la manifestation extérieure de l'objet. Ce côté à la fois fragmentaire, éventuellement déceptif et vivement plastique du texte constitue la composante radicale d'une hypotypose. Donc, cette dernière phrase, pour moi, est très, très importante pour la définition de l'hypotypose. Le caractère parcellaire et plastique, bien sûr, et vivement plastique, mais surtout le caractère parcellaire de la description par hypotypose. En effet, dans son ouvrage « L'effet sophistique », Barbara Cassin montre que les sophistes déportent le langage du réel, le détournent de sa fonction de médium phénoménologique et contestent sa finalité ontologique. Ils mettent en avant un rapport au langage indépendant de la représentation du monde, des notions de vrai et de faux. Selon Barbara Cassin, ils sont ainsi à l'origine de l'idée de fiction et de genre romanesque, conçue comme persuasion d'illusion. Cette pensée sophistique bouscule donc l'idée de mimésis, non au profit d'une conception de la littérature comme mensonge, pseudos, mais de la littérature comme un objet façonné, un plasma, reconnu et accepté comme tel par le public, et qui finalement, à la différence de la poésis, n'est donc pas mimétique. À la conception mimétique de la littérature, issue d'une pensée phénoménologique, ontologique, s'oppose une conception que Barbara Cassin appelle logologique, de la création littéraire et surtout de la fiction romanesque. Dans ce cadre logologique, l'ekphrasis est une anti-métaphore qui met sous les yeux un objet, pour ainsi dire, directement. On retrouve la notion d'évidence, d'énargeia rhétorique, dans sa complétude et dans sa complexité. Et elle explique, je cite, que le terme même d'ekphrasis, avec le préfixe ek, connote une exhaustion, l'insolence d'un jusqu'au bout. C'est une mise en phrase qui épuise son objet et désigne terminologiquement les descriptions minutieuses et complètes de choses ou de personnes, une cité, un athlète. Mais évidemment, surtout,
dès leur modèle et de manière paradigmatique les descriptions d'œuvres d'art. C'est donc peut-être par cette recherche d'exhaustivité que l'ekphrasis s'oppose à l'hypotypose, qui présente au contraire une vision parcellaire éclatée de l'objet selon le principe phénoménologique du point de vue. Barbara Cassin oppose donc l'écriture logologique de l'ekphrasis à l'écriture phénoménologique de la mimesis. L'ekphrasis instaure le monde comme logos, la mimesis le donne, l'appréhende et le donne comme phénomène. Pour elle, l'art du peintre est, entre guillemets, commensurable au discours et avec le discours. Il n'y a plus trace de, entre guillemets, représentation. Le logos fournit seul la mesure, entre guillemets, de la techné. Et c'est ainsi qu'il l'emporte sur la peinture et sur la nature. Et je trouve qu'on retrouve là, je sors un peu de l'explication, du commentaire sur les deux livres, mais on retrouve là la problématique des titres de tableaux, justement, qui verbalisent le contenu du tableau aussi. Alors, l'ekphrasis a partie liée avec l'épidictique et de ce fait doit provoquer une émotion qui emporte l'adhésion émotionnelle du public, lui permet de faire corps autour de l'objet de louange ou même de se l'approprier, de s'identifier à lui, de l'incorporer. Contrairement à la mimesis qui cherche l'effet de réel, l'ekphrasis est avant tout un effet de discours en faisant du thème pictural ou plastique une narration fictionnelle. Il me semble que ces analyses des sophistes, issues de la réflexion sophiste et menée par Barbara Cassin, s'appliquent bien au texte de Toussaint sur la peinture des nymphéas. Certes, le texte de Toussaint ne répond pas à la définition classique de l'ekphrasis comme narration du motif pictural. Mais si la narration des nymphéas est bien refusée, elle est remplacée par la narration du geste, toujours inachevé, toujours recommencé, matérialisé par l'anaphore des 9 paragraphes, qui tente de dire ce moment quotidien suspendu de passage du monde et de sa phénoménologie au monde de l'art, qui par son travail de conceptualisation relève d'un projet finalement très logologique. Et dans l'instant précis, Toussaint écrit « Ce sont exclusivement des questions picturales qui occupent l'esprit de Monet pendant les années de guerre, minuscules, complexes, alors c'est les questions picturales qui sont minuscules et complexes, c'est pas la guerre, torturantes, impénétrables au commun des mortels, mais essentielles, vitales pour l'artiste qu'il est. » L'évocation des nymphéas devient une évocation de la démarche de l'artiste, comme conceptualisation de la peinture et de l'art, dans laquelle on reconnaît bien la démarche de la recherche littéraire de Toussaint. Et on peut par exemple penser à l'épigraphe de la salle de bain. L'épigraphe de la salle de bain, c'est « Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés ». Et Toussaint commente cette épigraphe dans C'est vous l'écrivain, page 6, donc assez au début de son essai. Et il écrit « L'idée était de revendiquer un choix esthétique littéraire par un théorème mathématique. En effet, quoi de plus simple, de plus ramassé et de plus intégral qu'un théorème? Je voulais en quelque sorte que cette épigraphe soit emblématique d'un style littéraire. Nous entrons là dans le vif du sujet de ce que pourrait être la définition d'un art poétique. Elle est vraiment extraordinaire, cette phrase de Pythagore, d'un simple point de vue littéraire. Est-il possible d'exprimer avec autant de précision une vérité aussi fondamentale en aussi peu de mots? Chez Arnaud, Écrire la vie, titre du recueil d'une partie de ses œuvres, insiste aussi sur cette importance du logos, écrire et non pas décrire la vie.
La recherche opiniâtre de la forme, on connaît toutes ces hésitations sur le choix du pronom personnel, je, nous, on, pour ce genre nouveau de la biographie collective. Et pour chacun de ces livres, comme en témoigne l'Atelier noir ou l'écriture au couteau. Donc, ouais, une citation de l'écriture au couteau, mais il y en a plein en fait dans beaucoup de l'Atelier noir, beaucoup de passages de l'Atelier noir et dans beaucoup de ces entretiens. Je ne pourrais pas dire vraiment que je cherche à rénover la forme du récit. Je cherche plutôt à trouver la forme qui convient à ce que je vois devant moi comme une nébuleuse, la chose à écrire, et cette forme n'est jamais donnée par avance. Et vous voyez que cette recherche de la forme comme adaptée au sujet est aussi un principe extrêmement rhétorique. C'est un des principes de base de la rhétorique que d'adapter son style à son sujet et à son public. Voilà. Un autre passage du même entretien précise cette approche que j'appelle donc logologique à la suite de Barbara Cassin de l'écriture ernaldienne. Réfutant l'écriture comme travail psychanalytique, elle dit « Il me semble qu'en écrivant, je me projette dans le monde, au-delà des apparences, par un travail où tout mon savoir, ma culture aussi, ma mémoire, etc., sont engagés et qui aboutit à un texte, donc aux autres. C'est tout le contraire d'un, entre guillemets, travail sur soi. Si j'ai à me guérir de quelque chose, cela passe pour moi par le travail sur le langage et sur la transmission, le don aux autres d'un texte, qu'ils le prennent ou le refusent. Ce refus de l'introspection est remarquable, non moins que l'importance accordée au langage résultant du savoir et de la culture, comme don aux autres, et remet finalement à sa juste place le fondement sociologique de l'écriture d'Ernaud, au profit d'un enjeu finalement plus proprement rhétorique, plus logologique, d'une rencontre avec son public. Et j'ai envie de dire que la sociologie n'est qu'un élément de la culture d'Ernaud, de ce qu'elle désigne comme culture. Dans cette perspective, le jeune homme, palimpseste de l'événement, permet une autre lecture de celui-ci, en fait en quelque sorte un autre récit qui peut s'apparenter à la démarche de l'ekphrasis, même si ça serait peut-être une ekphrasis de l'envers du tableau, de l'envers de la tapisserie, dont on sait qu'elle est parfois très révélatrice, voire plus éclatante que son endroit, en ayant gardé ses couleurs d'origine. Alors pour finir, je dirais que ces deux tout petits livres sont intéressants dans leur énigme et par le détournement qu'ils opèrent de l'ekphrasis, tout en se conformant de façon remarquable finalement à sa définition, dans la manière qu'ils ont de vouloir traiter l'un et l'autre, de vouloir faire l'un et l'autre, le tour, en quelque sorte, d'une autre œuvre, et de ramener sans cesse au processus d'écriture de chacun, sorte de tableau éminemment littéraire de la fabrique littéraire. Car, à la différence des arts poétiques, que sont l'Atelier noir ou C'est vous l'écrivain, qui décrivent en les théorisant les secrets d'écriture, le jeune homme ou le moment précis les disent et les écrivent en les fictionnalisant, tout en passant du phénoménologique au logologique, c'est-à-dire de la description de l'existence du fait littéraire, du fait artistique, à l'essence, c'est-à-dire ce qui fait son essentiel, ce pourquoi il est là. Donc, l'essence du littéraire qui a pour but de toucher le lecteur, de provoquer des sentiments et finalement de réaliser ce que Magno appelle l'incorporation, mot utilisé par Ernaud pour son jeune homme quand elle dit « il était le passé incorporé », page 21. Incarnant une partie de ce qu'elle est elle-même, permettant à elle-même et à ses lecteurs de faire corps avec ce passé palimpseste, un peu comme dans Les Années,
pour mettre au jour ce qu'elle appelle l'indicible social et d'inscrire sa voix, comme elle le dit dans son discours de réception du prix Nobel, dans ce qui se présente toujours comme un lieu de... Très bel exposé. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter. Toutes ces références que tu nous as apportées, toutes ces pistes de lecture que je trouve vraiment passionnantes.